poursuivent leur montée en puissance. Une force d'intervention à l'initiative de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui s'est élargie aujourd'hui à d'autres pays du continent. Nous parlons ce soir de cette force africaine et de l'action de la CEDEAO au Mali avec son représentant spécial, Cheka Aboudou Touré. La CEDEAO et la crise au Mali, c'est le thème donc de notre entretien de ce soir. Merci Excellence donc de répondre à nos questions. La reconquête du nord du Mali a donc commencé depuis un peu plus d'un mois maintenant. Est-ce qu'elle se déroule à votre satisfaction? Je voudrais vous dire que les choses se passent, de mon point de vue, assez bien, dans la mesure où, grâce à l'intervention de l'armée française, on a pu stopper l'avancée des rebelles. Mais comme vous avez pu le constater, la dynamique s'est poursuivie avec la destruction des infrastructures de soutien des rebelles, et qui a débouché aussi sur la reconquête pratiquement de tout le territoire malien. Ensuite, conformément au concept d'opération qui voulait que les troupes africaines qui se sont construites autour de la force en attente de la CEDEAO puissent venir en appui à l'armée malienne pour sécuriser les territoires conquis. C'est dans ce rôle-là que nous nous sommes investis depuis les premières interventions de l'armée française avec l'armée malienne. Et je peux vous dire qu'à ce jour, vous venez de le dire, il y a plus de 5000 soldats africains qui sont déployés sur le territoire malien. Les choses sont allées assez vite. Très vite selon certains, trop vite aux yeux de certains. Dès lors qu'on a obtenu l'intervention de l'armée malienne, de l'armée française plutôt, qui est intervenue assez efficacement pour arrêter la rébellion, il ne fallait plus s'arrêter. Parce que nous savions que cette riposte n'était que le début d'un envahissement beaucoup plus important. La position des ennemis montrait que les gens ne venaient pas uniquement s'attaquer à Kona, mais préparer un plan d'ensemble. L'armée malienne et l'armée française ont donc décidé de poursuivre la dynamique en essayant de détruire les infrastructures de soutien, ce qui explique les frappes qui ont couvert pratiquement tout le pays dans un premier temps. Mais une fois que vous avez détruit les infrastructures de soutien, vous avez les forces combattantes ennemies qui sont sur le terrain et qui disposent d'autres moyens d'attaque. Donc il fallait continuer aussi l'affrontement encore à corps sur le terrain. Donc, ce que l'armée malienne a fait avec l'armée française. Et les grandes villes du Nord aujourd'hui sont libérées. Est-ce que vous estimez que l'essentiel est fait? L'essentiel est fait parce que la destruction des infrastructures de soutien montre qu'on a affaibli l'ennemi. Mais encore une fois, la guerre n'est pas gagné, c'est la bataille qui a été gagnée. Et dans la foulée, donc, le président Ouattara a demandé que les troupes africaines se déploient le plus rapidement possible pour respecter le concept d'opération, c'est-à-dire une fois les villes conquises, il faut pouvoir les sécuriser. Donc à partir du 17 janvier, les troupes africaines, à commencer par les troupes de la CEDEAO, ont commencé par se déployer. Et je peux vous dire que, contrairement à ce que l'on pense, au bout de 10 jours, les troupes africaines, si je compte les Tchadiens, ont réussi pratiquement à déployer près de 4000 sur le terrain. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à l'effectif global prévu pour la mission? Au départ, disons que les effectifs ont évolué. Souvenez-vous, le concept d'opération avait prévu de déployer en tout pour tout 3300 soldats. Mais dans le cadre du plan de contingence, la CEDEAO avait prévu de déployer 2000. Une fois que nous avons commencé, qu'il n'était plus question de s'arrêter, il fallait donc dans un premier temps couvrir les 3300. Mais entre-temps, vous vous souvenez, les chefs d'état-major se sont retrouvés ici le 15 janvier pour évaluer la situation, et la décision avait été prise de porter cet effectif à 5700. Aujourd'hui, je peux vous dire que les effectifs combinés de la CEDEAO et du Tchad
sont à 5400 à peu près. Donc nous ne sommes pas très loin des 5700. Et je pense que les discussions sont en cours. Comme disent les militaires, généralement sur le terrain qui commande. Vu la tournure de la guerre asymétrique qui se met de plus en plus en place, il est absolument nécessaire de disposer de plus de combattants sur le terrain pour pouvoir sécuriser suffisamment tous les recoins du territoire national. Vous avez parlé de ce concept d'opération qui attribue peut-être aux forces africaines un rôle de sécurisation. Comment est-ce que les rôles sont répartis sur le terrain? La France est en pointe avec l'armée malienne, et éventuellement les Tchadiens, et le reste de vos troupes est là pour sécuriser les villes, c'est ça? C'est exactement cela. Disons que, comme il était convenu, l'offensive revenait avant tout à l'armée malienne. Mais compte tenu des circonstances, l'intervention de la France n'a fait que renforcer leur capacité offensive sur le terrain. C'est cette offensive qui se poursuit jusqu'à ce jour et les troupes africaines, comme le prévoit le concept, devraient en arrière-plan assurer la sécurisation des territoires conquis. C'est exactement ce schéma qui est appliqué à ce jour. Et la France, de fait, est devenue le patron de l'opération de reconquête, alors qu'initialement, la France n'était pas dans votre schéma. Non, non seulement la France n'est pas le patron de la reconquête, le rôle de la France est déterminant, mais je dis que l'intervention de la France faisait bien partie de notre concept. Peut-être pas en tant que France, mais il était clair lorsque nous avons adopté le concept d'opération que nous avions 3 domaines de déficience importants. Nous en étions conscients. Nous avions des problèmes en matière de renseignement. Et ce problème est partagé par les troupes africaines et les troupes maliennes, dans la mesure où l'armée malienne n'était pas sur le terrain, l'administration n'était pas sur le terrain, donc nous n'avions pas une image nette de ce qui se passait sur le terrain. Donc nous avions une déficience de ce point de vue. Ensuite, nous savions que nous avions des problèmes de logistique. Le transport de troupes coûte extrêmement cher et nous savions que nous n'avions pas les moyens d'assumer adéquatement cette fonction. Nous savions aussi que la nature de la guerre que nous devons mener nécessitait l'usage assez massif de la force aérienne, ce qui n'est pas le point fort des armées africaines. Donc, c'est ces 3 domaines de déficience qui nous ont convaincus au départ d'aller vers la communauté internationale et qui a justifié donc la nécessité de cette résolution à l'international afin de créer un cadre légal qui permettrait de mobiliser ces moyens au plan international lorsque de nécessaire. Donc c'est pour vous dire que les dispositions étaient prises pour pouvoir faire face à ces situations en faisant appel à qui de droit qui est capable de répondre adéquatement à notre demande. Aujourd'hui, c'est donc la France est sur le terrain, vous êtes sur le terrain. Comment est-ce que ça se passe, la coordination? La collaboration se passe très bien sur le terrain, dans la mesure où, au niveau du commandement, il y a des réunions journalières qui mettent en présence les forces de la CEDEAO, les forces tchadiennes, les forces maliennes et les forces françaises. Et puis, il y a des réunions hebdomadaires d'ordre stratégique, de planification, qui impliquent également les 3 armées. Mais je dois vous dire aujourd'hui que lorsque nous parlons de la MISMA, nous ne parlons plus de la MISMA, la CEDEAO d'un côté, le Tchad de l'autre. Le Tchad a été intégré dans la MISMA, et donc c'est la MISMA, en tant que force africaine, qui vient en appui à l'armée malienne, qui dispose toujours des premiers rôles à jouer, même si elle se fait aider pour les circonstances par l'armée française. Vous avez parlé de ces déficits que présentent nos armées, parmi lesquels évidemment il y a ce manque de moyens. Alors la MISMA est aujourd'hui sur le terrain. Comment est-ce qu'elle est financée? Le donateur s'était engagé à donner de l'argent. Est-ce que l'argent est disponible? Comment est-ce que vos troupes aujourd'hui sont financées sur le terrain? Dans la philosophie d'intervention de la CEDEAO, dans le cas d'espèce, lorsque les pays contributeurs acceptent de s'engager, c'est qu'ils acceptent aussi d'assurer l'autonomie de leurs troupes pendant 3 mois. Donc c'est pour vous dire qu'à ce jour, et cela pour 3 mois, toutes les opérations africaines sont financées par les Africains.
C'est-à-dire chaque pays prend en charge totalement ses troupes, sur le plan de l'habillement, sur le plan de l'équipement, sur le plan de l'alimentation, sur le plan du transport, disons sur le plan des per diem, des salaires. C'est les pays africains qui supportent entièrement les troupes sur le terrain. Ça ne donne pas une force à plusieurs vitesses? D'abord, loger à différentes enseignes? Non, je pense que ça démontre d'abord la volonté des Africains de se prendre en charge. Parce qu'imaginez ces pays qui ont déjà des difficultés, qui doivent prélever sur leurs armées des éléments, à ensuite les équiper, parce que l'équipement qu'ils avaient au niveau du pays, ce n'est pas cela. Parce qu'il faut donner des équipements appropriés, ce qui veut dire qu'il faut acquérir de nouveaux équipements. Ça fait des dépenses extrêmement énormes, mais les pays les ont acceptés. Ils le font. Donc je pense qu'à partir de ce moment, dès lors que nous avons un rôle de sécurisation du territoire, les troupes ont été dotées des matériels nécessaires pour faire ce travail. Donc ce n'est pas une force à double vitesse. Nous savions que la France était absolument nécessaire pour utiliser ou combler la déficience en matière de couverture aérienne. Dès lors que c'est fait, au moins ce qui constitue notre part de responsabilité, nous devrons l'assumer. Les pays s'engagent, ils prennent donc leur force en charge pendant 3 mois et après ça se passe comment? Cette politique vise tout simplement à dire, dans la mesure où la MISMA a été acceptée sous le chapitre 7 des Nations Unies, il est clair qu'à partir de ce moment, un financement international était prévu. Il reste à mobiliser. Et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO a défini cette politique d'autonomie de 3 mois. Parce qu'on sait que lorsque des contributions sont annoncées, lorsque du financement est en vue, il faut du temps pour les mobiliser, pour pouvoir mettre en place les procédures de décaissement d'utilisation. Pendant ce temps, nous ne devrons pas être, si vous voulez, handicapés. Est-ce que vous estimez que le financement qu'apporte aujourd'hui la communauté internationale suffira pour accomplir cette mission? On ne peut pas dire que ça suffit ou ça ne suffit pas. On a fait une conférence des donateurs, les gens ont annoncé, un certain montant a été dégagé. Les Nations Unies, à cause du chapitre 7 aussi, devraient apporter une certaine contribution. Nous attendons de voir à peu près qu'est-ce que tout cela va donner. Mais ce qui est essentiel, c'est de souhaiter que les annonces se transforment très rapidement en versements concrets. Et c'est au fur et à mesure, en fonction de l'évolution du terrain, qu'on pourra le dire, parce qu'au moment où on se lançait, personne ne savait combien de temps cela va durer. Mais aujourd'hui, on sait quand même que la libération du territoire a été beaucoup plus rapide qu'espéré par n'importe qui, y compris même les Français. Donc, on peut dire, l'essentiel est que les fonds promis soient donnés. On va commencer par les utiliser. Mais souvenez-vous aussi que les discussions sont en cours à l'heure actuelle pour peut-être passer de la formule MISMA à une formule des CACs bleus. Et je pense que tout ceci devrait donner beaucoup plus de chances de mobiliser plus de ressources. La transformation aujourd'hui de la MISMA en casque bleu, vous y êtes favorable? La question n'est pas de savoir si on est favorable ou on n'est pas favorable. La question, c'est que la MISMA a été définie comme une mission offensive pour récupérer les territoires. Aujourd'hui, on peut dire que les territoires sont récupérés. Donc, l'objectif pour lequel la CEDEAO s'est battue depuis plusieurs mois pour mobiliser et les Maliens et la communauté internationale, sachant que tôt ou tard, l'usage de la force était incontournable, cet objectif est atteint. Maintenant, il est question d'envisager une autre phase, parce qu'on ne va pas rester dans l'offensive très longtemps. C'est vrai que des souches de rébellion encore actives existent par-ci, par-là, qui nécessitent toujours qu'on utilise la force, mais pas la même dimension dans tous les cas. Ce qui veut dire qu'il faut très rapidement, et c'est cela le plus important, envisager la phase post-conflit, où il s'agira de faire revenir les rapatriés. Il faut faire revenir les réfugiés. Il faut faire revenir les déplacés. Il faut des programmes de reconstruction. Il faut la reconversion socio-économique des zones, si vous voulez, qui ont beaucoup souffert de cette guerre.
cette étape, on ne peut pas maintenir le même statut pour la préparer. Donc, ça veut dire qu'en envisageant la transformation de la MISMA sous une mission de casque bleu, nous allons passer certainement au maintien de la paix pour pouvoir élaborer des programmes de soutien. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question qui intéresse en premier chef le gouvernement malien. Parce que le passage à un autre mandat suppose que le gouvernement malien soit tout à fait d'accord. Et je suis persuadé que le gouvernement malien est en train de réfléchir à la question, donnera sa position à temps opportun, et c'est cette position qui est plus importante que la mienne. Mais est-ce que vous n'estimez pas qu'il est un peu prématuré de penser maintien de la paix quand on sait que les terroristes ils ont été chassés, les villes ont été libérées pratiquement sans combat, on sait qu'ils ne sont pas loin, ils sont dans les parages. Est-ce que c'est le moment de penser maintien de la paix? Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut le faire peut-être progressivement. Et comme vous le voyez, personne n'a pris une décision ferme que c'est à partir de telle date que cela va se faire. Il faut l'envisager. Il faut préparer. Et je pense qu'on est tous dans la phase de réflexion, de discussion, de préparation. Combien de temps cela va prendre, je ne peux pas vous le dire. Mais encore une fois, je pense que c'est le gouvernement malien qui doit déterminer de manière très ferme une position claire vis-à-vis de cette décision en tenant compte de la réalité sur le terrain. La plupart des Maliens voient en cette éventuelle transformation de la MISMA en casque bleu une force d'interposition entre le Mali quelque part et les Touaregs de l'autre côté. Je pense que c'est une erreur qu'on commet. Et lorsqu'on parle de maintien de la paix, les gens voient l'interposition et on pose la question entre qui et qui. Non, lorsqu'on passe à une phase de reconstruction, ça veut dire même s'il y a un calme relatif, il faut maintenir ce calme, n'est-ce pas? Même s'il y a des activités qui devraient contribuer à contenir des souches, il faut bien savoir qu'on n'est plus dans une phase offensive. Et c'est pour cela que l'Union européenne est en train de mettre en place le programme de formation et d'accompagnement de l'armée malienne qui, elle, aura le droit, quel que soit le statut que l'on va définir, d'assumer le rôle, d'assurer la sécurité, d'imposer la paix si cela est nécessaire. Voilà pourquoi concomitamment tout cela se déclenche de telle sorte que même si nous passons à la phase de maintien de la paix, l'armée malienne a cette responsabilité à la fois morale, politique et légale d'assurer la sécurité totale sur l'ensemble du territoire malien. D'accord, nous allons donc revenir à cette intervention militaire précipitée par cette percée des rebelles qui avançaient dangereusement vers le sud. Alors ce jour-là, si la France n'était pas intervenue, qu'est-ce qui serait arrivé? Je pense qu'il faut être honnête que si la France n'était pas intervenue, nous étions tous dans la logique de la résolution 2085 qui ne nous autorisait pas encore d'utiliser la force. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, étant dans ce sens, nous avions donné de la chance au dialogue politique. Voilà pourquoi la CEDEAO avait poursuivi les efforts au niveau de Ouagadougou pour avoir cette première réunion. Mais à partir du moment où les rebelles s'étaient retirés, il est évident que nous avions pensé que personne n'était plus tenu de respecter ces étapes. Et voilà pourquoi la CEDEAO avait déjà commencé, avec l'armée malienne, à penser à un plan B, un plan de contingence. Et voilà pourquoi, dans ce plan de contingence, le président d'exercice de la CEDEAO avait commencé déjà par explorer les possibilités d'avoir un pays qui ait les capacités d'intervenir. Donc tout ceci se tient et je pense que nous n'avions pas de doute sur le fait que les pays qui s'étaient engagés à aider le Mali le feraient. Mais encore une fois, pour être plus clair, si la France n'était pas intervenue, il est clair que ni l'armée malienne, ni les forces de la CEDEAO n'étaient préparées à arrêter cette avancée des rebelles. On n'avait donc pas les capacités au niveau sous-régional de riposter. Mais je pense que personne ne serait resté les bras croisés. C'est-à-dire que les troupes africaines de toutes les façons seraient déployées pour la contre-attaque, qui peut-être devrait prendre plus de temps, mais il était clair que personne ne serait resté les bras croisés simplement parce que les rebelles sont en train de faire des avancées. Il était important d'utiliser ce moyen
surtout pour limiter les pertes en vies humaines. Je crois que c'est ça qui était extrêmement important. Et regardons la vérité en face, comparons-la à la réalité du terrain pour dire qu'il était absolument nécessaire d'utiliser la force aérienne. Je vous disais que lorsque nous avons été au Nigeria, nous avions prévu déjà constituer une force de frappe aérienne. Je peux vous confirmer que le Nigeria avait accepté déjà de donner au moins 4 avions de combat qui sont à notre disposition aujourd'hui. Le Niger avait accepté aussi de nous donner quelques avions pour nous permettre de réagir. Des pourparlers étaient en cours avec d'autres pays africains. Si la France n'était pas intervenue, peut-être que ça prendrait le temps, mais nous avions les moyens quand même de réagir un temps soit peu. Mais si la France s'est offerte, ce n'était pas la peine de dupliquer ce que la France devrait faire. Nous avons préféré laisser la France le faire de manière cohérente, organisée, rapide et efficace. On a souvent entendu parler de force africaine en attente. L'idée force africaine en attente, ça veut dire que c'est une force qui doit être là, prête à être déployée rapidement? Ça, c'est ce que l'Union africaine a toujours prévu. Et c'est dans cette logique précisément qu'au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a commencé par mettre en place cette force en attente. Souvenez-vous qui avait commencé sous la phase ECOMOG, qui était uniquement une force d'interposition. Ensuite, ça s'est transformé en force de maintien de la paix. Et puis de plus en plus, et le cas du Mali est un cas historique, c'est la première fois où ces forces en attente sont devenues des forces d'imposition de la paix. Donc, si au niveau de la région ouest-africaine, l'architecture se met en place, ce qui constitue l'une des brigades de cette force en attente africaine, force est de constater que peut-être dans les autres sous-régions, il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour que, en fin de compte, c'est la mise en place de ces brigades dans toutes les sous-régions africaines qui donnerait corps à cette force en attente africaine. Pour l'instant, la CEDEAO est très avancée et la CEDEAO peut être fière justement de donner l'exemple en la matière. Pour revenir toujours à votre force, on sait que sa mise en place, les péripéties, ça a pris de longs mois de discussion. Alors, c'était des réunions au niveau des chefs d'État, des réunions au niveau des chefs d'État-major. Pourquoi est-ce que c'était si difficile? Parce que ça fait 15 pays qu'il faut engager dans la guerre. Vous savez, aller en guerre, c'est pas aller jouer au foot, où on peut ramasser des joueurs chemin faisant. Vous voyez comment nos équipes nationales se constituent. Vous avez des joueurs qui rejoignent l'équipe même au dernier jour. Pour aller à la guerre, ce n'est pas ainsi. Pour aller à la guerre, d'abord, il faut concevoir le concept d'opération et ça nécessite des études minutieuses. Ensuite, il faut dépasser des obstacles d'ordre administratif, d'ordre législatif. Ça prend du temps. Ensuite, une question de stratégie. Il faut coordonner des forces qui, d'abord, n'ont pas les mêmes schémas, ni tactiques, ni stratégiques, ni organisationnels. Il faut mettre tout ça en musique, ça prend du temps. Et je pense que engager 15 pays dans un même combat nécessitait effectivement beaucoup de réunions pour bien se comprendre, bien s'engager, être imbu de l'objectif qu'on poursuit et que par la suite, à la mise en œuvre, on n'ait pas de malentendus. Ce qui n'est pas du tout le cas et on est très heureux de voir que toutes les troupes interviennent de manière coordonnée, comme si c'était des troupes venant d'un seul pays. Et puisque les troubles dans la sous-région sont fréquents, est-ce que vous avez pensé à prendre des dispositions pour un dispositif plus léger à mettre en route à l'avenir? Le cas du Mali doit servir de leçon à tout le monde. D'abord à la CEDEAO, mais aussi à l'Union africaine. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que malgré tout ce temps de préparatifs, on peut être surpris. Et donc la nécessité de donner corps à ces brigades régionales, n'est-ce pas, devient une nécessité absolue. Ça devient encore beaucoup plus important pour l'Union africaine de prendre à bras le corps la constitution de cette force en attente africaine. Et je crois que nous devons tous tirer leçon de l'histoire et se dire que le Mali nous a peut-être réveillés. Le Mali
est un cas d'école. Le Mali est un exemple pour les Africains de dire s'ils veulent se prendre en charge, il ne faut pas attendre les événements pour courir après. On peut dire aussi que les divergences entre Maliens ne vous ont peut-être pas forcément facilité la tâche. On a vu en son temps la CEDEAO très contestée dans les rues de Bamako. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Non, nous avons trouvé ça tout à fait normal. La preuve, c'est que vous n'avez jamais entendu la CEDEAO réagir de quelque manière que ce soit aux attaques de chefs d'État personnalisés, aux attaques de l'organisation. Nous avions conscience du danger que courait le Mali et c'était un objectif qui ne nous détournait pas du tout de notre engagement ferme de venir au secours du Mali. Il s'agissait d'un devoir, il s'agissait d'un impératif. Aujourd'hui, vous tous, vous pouvez tirer la leçon. Excellence, le Mali a décidé d'organiser des élections au mois de juillet. Alors, vous y croyez? La libération, la sécurisation, tout ça, ça doit se passer avant. Tout cela sera effectif d'ici là? Ben, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas être optimiste, parce que nous avions toujours maintenu qu'on devrait organiser les élections le plus rapidement possible, alors même que les territoires n'étaient pas libérés. Et la condition était qu'il faut au moins libérer les territoires. Aujourd'hui, je pense qu'il est clair qu'on peut dire que les territoires sont libérés, même si la pacification n'est pas totale. Mais le fait que la pacification ne soit pas totale n'est pas une raison supplémentaire, ni suffisante, pour dire qu'on ne peut pas organiser des élections. Ensuite, je pense que le gouvernement a continué de travailler sur les élections, puisque le ministre de l'administration territoriale a présenté au moins les outils et le cadre organisationnel de ces élections. Ça veut dire qu'un travail a été fait. Il s'agit maintenant de voir, maintenant que les territoires sont libérés, maintenant que tout le monde veut aller assez vite, et tout le monde a raison, parce qu'il faut se sortir de ces situations. Il s'agit de mettre, comme on dit, le paquet sur certains aspects des préparatifs, et je n'ai pas de raison d'être pessimiste par rapport à ce qui a été fait, à l'engagement du gouvernement d'aller de l'avant, et en fixant une date, c'est la preuve matérielle de la volonté du gouvernement d'aller à ces élections, pas de manière éternelle, mais dans un temps bien déterminé. Bien entendu, comme on dit, le terrain commande. Si au cours des préparatifs, il s'avère qu'il y a des handicaps objectifs que tout le monde peut constater, évaluer, je pense que aussi bien le Mali que la CEDEAO et la communauté internationale s'entendront pour voir quelle est l'attitude la meilleure à adopter face à un chronogramme qui peut être révisé. L'essentiel qu'on organise des élections qui ne soient pas contestées. Vous avez, vous, vécu la crise malienne de l'intérieur. Vous êtes là depuis donc les premières heures de cette crise. Est-ce que vous êtes globalement optimiste après tout ce que vous avez vécu au Mali ces derniers mois? Bien sûr, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple malien. Imaginez un seul instant un pays qui, de manière brusque, doit gérer une crise multiforme, crise politique, crise institutionnelle, crise sécuritaire, crise territoriale, crise culturelle, crise économique. Il faut être le Mali pour pouvoir rester calme, comme le peuple malien a su le faire, et espérer jusqu'à ce que, effectivement, le ciel soit en train de s'éclaircir. Voilà. Ceci déjà est un espoir. Et je crois que c'est une raison supplémentaire pour nous d'être optimistes. Si le Mali a pu, la tête calme, soutenir cette crise, se battre au quotidien pour survivre, pour exister comme pays, il n'y a aucune raison qu'après les élections, ce pays reparte très vite et retrouve toute sa place importante que nous avons toujours reconnu sur le plan international. Merci, Excellence, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. En attendant, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments de télévision en notre compagnie.